Salut et bienvenue sur le tout premier podcast de la chaîne Baguette Finance. Si vous suivez un peu ce qu'on fait, vous verrez que sur cette chaîne, on essaie de démystifier le plus possible le monde de la bourse et le monde de l'investissement en général. C'est un peu dans cette optique qu'on trouve intéressant d'inviter de temps en temps d'autres personnes qui ont une expérience unique en matière d'investissement. Sur Instagram, on suit d'autres comptes, dont le compte de notre invité aujourd'hui qui s'appelle Amanda. Elle a lancé son compte Instagram il y a 2 mois et ça s'appelle Invest Girl. On aime beaucoup ce qu'elle fait et il y a pas très longtemps, on est tombé sur un de ses posts où elle donne la composition exacte de son PEA et on a trouvé son allocation 100% en ETF très pertinente et très intéressante. Et donc, comme on reçoit des commentaires assez régulièrement qui nous demandent notre avis sur quel ETF choisir concrètement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de la contacter et qu'elle puisse partager avec nous son allocation et la logique qu'il y a derrière chaque allocation qu'elle a fait sur son PEA. Pour ce premier podcast, on va lui donner la parole pour qu'elle nous donne son point de vue qu'on trouve très intéressant. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et sans plus tarder, voici notre échange avec la personne derrière le compte Instagram InvestGirl. Un grand merci à elle d'avoir pris le temps de discuter avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Alors salut Amanda, c'est toi qui es derrière la chaîne InvestGirl sur Instagram. Bienvenue sur la chaîne Baguette Finance. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui t'écoutent et nous dire un peu plus sur ce que tu fais sur Instagram et qui tu es? Du coup, en fait, je me suis intéressée à l'investissement depuis un petit peu plus d'1 an. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre tranquillement. Et en fait, enfin voilà, j'ai suivi des chaînes YouTube. Enfin, j'ai suivi du contenu sur Google. Enfin, je me suis quasiment à 100% auto-formée sur le web, sur l'investissement. Et après, j'ai commencé à essayer d'en parler petit à petit avec mes proches. Mais j'ai vu que ça prenait pas forcément. Donc en fait, je me suis dit, plutôt que d'en parler à des gens qui en ont rien à faire, autant créer un compte Instagram et en parler à des gens que ça intéresse, tout simplement. Et c'est comme ça qu'est né InvestGirl. D'accord. Ouais, c'est comme ça, ouais. J'avais envie de partager des idées, notamment par rapport à l'investissement passif avec les ETF, que je trouve est très sous-représenté dans le monde de l'investissement et en particulier du côté des femmes investisseuses aussi. Alors ça, on va en reparler de ta stratégie d'investissement et des ETF. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire chez quel courtier tu es pour ton PEA et est-ce que tu en es satisfaite? Oui, pour mon courtier PEA, je suis chez Fortuneo. En fait, enfin voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait le comparatif entre les différents courtiers et je me suis rendu compte que Fortuneo était un peu plus avantageux que Boursorama. Voilà, j'avais envisagé Boursorama aussi. Bourse Direct, je connais des gens qui ont eu beaucoup de problèmes avec eux, notamment pour retirer leur argent. Donc voilà, je me suis dit next et du coup, le choix était vite fait. Parce que les frais sont vraiment optimisés. Et du coup, est-ce que tu en es satisfaite jusqu'à maintenant ou est-ce que tu as eu une mauvaise expérience Franchement, j'en suis très satisfaite. Après, je les ai pas appelés beaucoup, mais quand je les appelle, bon, c'est pas à des heures de pointe entre midi et 2. Mais enfin voilà, je les ai appelés, je crois 2 fois, et chaque fois j'ai eu quelqu'un, bon, avec un petit peu d'attente, mais j'ai quand même eu quelqu'un qui a su me conseiller. Donc les relations clients, tu dirais que c'est bien, et au niveau de l'interface, c'est bien foutu ou comment est-ce que tu... Au niveau de l'interface, oui, c'est correct. En plus, il y a un outil, ça s'appelle Live Trader, et en fait, bon, moi, ça correspond pas trop à ma stratégie, mais c'est quand même assez intéressant. On peut suivre le cours des actions en direct. Enfin, on se croirait à Wall Street. Après, c'est important d'avoir une interface agréable, je trouve. Ouais, mais franchement, j'ai pas eu de problème du tout pour passer les ordres. Enfin, c'était hyper intuitif, j'ai trouvé. Et du coup, alors, ça serait quoi tes objectifs en matière d'investissement? Est-ce que tu investis pour court terme, long terme, pouvoir partir en vacances, à la retraite, t'acheter une belle voiture, une belle maison? C'est quoi tes objectifs d'investissement? Bah, long terme, évidemment, parce que en fait, enfin, les actions, c'est volatile sur le court terme.
enfin voilà, si je me dis dans un an, ça se trouve d'ici un an il y aurait eu un crack, alors que je me dis si mon objectif c'est dans 30 ou 40 ans, sur le long terme le marché est toujours haussier, donc je garde ça vraiment pour du long terme. En plus j'ai ouvert mon PEA il y a moins d'un an, donc avant que les 5 ans soient passés, j'ai un peu de temps, on va dire. Et donc quand tu dis long terme, ça serait plutôt vers les 30 ans, 40 ans, plutôt que 10 ans, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, oui, c'est l'objectif. Donc ça serait éventuellement pour préparer ta retraite ou avoir une retraite anticipée que tu investis? Oui. Ou est-ce qu'il y a un autre objectif? Est-ce qu'il y a aussi un objectif moyen terme peut-être de faire une plus-value pour acheter une maison ou faire un apport? Non, parce que en fait, j'ai des liquidités de côté pour. Enfin, je prévois aussi d'acheter une maison, mais j'ai des liquidités de côté pour ça. Et après, pour tous les projets court ou moyen terme, j'ai plusieurs assurances vie que je dédie précisément à ça. En fait, pour moi, la bourse, ça peut pas être autrement que du long terme. Après, enfin voilà, tout le monde est peut-être pas forcément d'accord, mais. Non, moi je suis d'accord aussi sur le fait que la bourse, ça doit quand même être quelque chose qu'on fait sur du long terme, parce que sur le court terme, il peut toujours y avoir effectivement un crash ou une baisse de la bourse. Il y a quand même un risque de perte en capital. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu sur ton Instagram que tu as fait un post récemment où tu parles justement, tu donnes assez en détail l'allocation de ton portefeuille en PEA, qui est investi à 100% en ETF. Du coup, tu as investi dans 7 ETF différents, avec différentes proportions. Dans 8 ETF différents, avec différentes proportions pour chaque ETF. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur chaque ETF et sur ta logique derrière chaque ETF, parce que tu as aussi fait le choix de mettre une allocation différente. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un par un des ETF dans lesquels tu investis et le pourcentage pour lequel tu aimerais investir? Ouais, et du coup, je vais commencer par le plus classique. Donc le MSCI World. Du coup, j'en ai deux. J'ai le Amundi et le Lyxor. Voilà. Après je trouve qu'ils sont très bien tous les deux. Après là, pour l'instant, j'ai un petit peu plus du Amundi, mais quand j'aurai moi les sous pour acheter le Amundi, j'achèterai plus du Lyxor. Donc t'as deux ETF monde, Ouais. et c'est parce que les deux coûtent différemment, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y en a, celui chez Lyxor est moins cher. Donc si jamais, celui de chez Amundi c'est 400 €, c'est ça? Pour avoir un ETF. Ouais, là je l'ai devant les yeux, c'est 397 euros. Donc c'est le CW8, c'est ça? Ouais, le fameux CW8. Et t'as aussi celui chez Lyxor parce qu'il coûte moins cher. Donc si jamais t'as pas 400 € disponible. 24. Donc ça serait dans l'éventualité où t'as pas 400 € disponibles à investir dans un ETF, tu mettrais dans celui de Lyxor, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais un peu les deux régulièrement, enfin en fonction de ma situation, tout ça. Mais enfin, franchement, je suis pour investir dans les deux, puis ça permet de diluer le risque sur Amundi et Lyxor. Bon, même si Amundi a racheté Lyxor. Et donc là, au niveau de ton portefeuille total, tu mets combien de pourcents sur celui-là? Alors, c'est un petit peu plus de 40%. Mais mon objectif, c'est 40%. Parce que c'est un des ETF les plus diversifiés. Enfin, par rapport à ceux que j'ai et qui sont éligibles au PEA, les moins volatiles. Comme c'est du world, enfin, il y a que des pays développés, mais enfin voilà, il y a à la fois Europe, Japon, États-Unis, forcément c'est 67%. Mais voilà, du coup, je me dis, on est bien en mettant une bonne partie du portefeuille dans le MSCI World. Après, enfin, j'ai vu tout ce qu'on recommande aux gens de faire, c'est faire 80% MSCI World et 20% Emerging Markets. Donc voilà, moi après j'ai voulu compléter avec d'autres ETF, mais enfin c'est optionnel entre guillemets. Donc t'as fait 40% MSCI World et pour le Emerging Market t'as mis 15%, c'est ça? Ouais, j'ai mis 15%. Alors pourquoi 15% sur le Emerging Market?
Après, ça dépend si tu penses que c'est plutôt beaucoup ou pas beaucoup. Non, il y a pas de, ça dépend ça dépend de ta logique, quoi. Bah parce que les marchés émergents sont très intéressants. Du coup, je pense que 15% c'est pas mal. Mais après ils sont aussi très volatiles. Du coup, enfin voilà, enfin on peut pas en mettre la moitié de son portefeuille, quoi. Mhm. Donc Puis même au niveau de la capitalisation totale du marché, ils représentent pas tant que ça les marchés émergents. donc t'as rajouté quand même les marchés émergents au MSCI World pour avoir vraiment les entreprises du monde entier, Ouais. c'est ça, dans des pays qui sont pas forcément représentés dans le MSCI World, j'imagine. En fait, l'idée c'est, enfin ce que j'aurais aimé faire avec le PEA, mais c'est pas possible. En fait, il y a l'indice ACWI, c'est le All Country World Index, et en fait ça reprend à la fois le MSCI World, donc les pays développés, et Emerging Markets. Et comme en fait c'est un ETF qui est pas éligible au PEA, du coup, mais j'ai pris les deux que j'ai mis dans des proportions différentes pour être à peu près équivalent au ACWI. D'accord, ouais, c'est complètement logique. Et du coup, on voit aussi que tu as mis 15% de ton portefeuille dans un indice S&P 500. Donc, c'est les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'en fait, en investissant dans le MSCI World, on a déjà une bonne partie des entreprises aux États-Unis. Donc, tu as choisi de surpondérer les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. C'est quoi la logique derrière ce choix, selon toi? Bah en fait, c'est une question purement historique. Historiquement, le S&P 500 a une très bonne performance. Je crois que c'est environ 13% par an annualisé. Donc voilà, je me suis dit que que ça permet de booster un peu la performance. D'accord. Ensuite, si on regarde les allocations, tu as 5% dans le Stoxx Europe 600, donc les 600 plus grandes entreprises européennes. Ça serait quoi du coup la logique derrière ce choix? C'est pour rajouter un petit peu d'Europe, mais pas trop parce que historiquement il performe pas aussi bien. Après, ce que j'aime bien avec cet indice, c'est que normalement c'est le Stoxx Europe 50 et là il y a 600 entreprises au lieu de 50. Donc ça j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir 600 entreprises. Enfin ça permet vraiment de diluer le risque, de diminuer la volatilité. Donc c'est vraiment, tu cherches à diversifier géographiquement, mais aussi de manière plus élevée dans les grosses entreprises et les petites entreprises, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. T'as aussi 10% de ton portfolio qui est investi dans l'indice Russell 2000, donc les 2000 petites entreprises aux États-Unis. C'est quoi du coup le choix derrière, la logique derrière ce choix? C'était tout simplement de diversifier avec les small caps américaines. Donc, enfin, dans le S&P 500 et MSCI World, c'est surtout les large caps ou les mid caps. Donc là, ça permet d'avoir accès à d'autres petites entreprises qui potentiellement pourraient exploser. Donc là, globalement, tu as 85% de ton portfolio qui est investi dans le monde entier, dans les grandes et les petites entreprises, donc tu es vraiment très diversifié. Et dans les deux derniers ETF que tu as choisis, c'est intéressant, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Donc tu as mis 10% dans un ETF qui s'appelle l'indice World Water, donc ça serait 30 entreprises qui sont dans le secteur de l'eau. Pourquoi est-ce que tu as mis 10% de ton portefeuille là-dedans? Parce que j'ai trouvé cet ETF très intéressant. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas très diversifié. Il y a que 30 entreprises. Mais après, enfin, par conviction personnelle, je pense que l'eau, c'est un secteur d'avenir. Et puis, ça rentre dans les ETF ISR. L'ISR, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, ça se voit pas trop sur mon PEA, mais enfin voilà, c'était plutôt côté investissement plaisir. Et du coup, les 5 derniers pourcents de ton portefeuille, c'est
un ETF qui s'appelle l'indice MTS Mid Price. C'est un ETF qui regroupe 188 obligations en zone euro. C'est quoi du coup la logique derrière ce dernier choix de mettre 5% dans cet ETF? Déjà, en fait, le TF, c'est le Lixor PEA obligation. Enfin voilà, c'est le nom de l'ETF parce que le nom de l'indice, je pense qu'il parle pas à grand monde. Ouais, c'est peut-être. Ouais. T'as raison. Et mon objectif, c'était de diversifier avec des obligations. Parce que ce que je reproche au PEA, mais en même temps ça s'appelle un PEA, plan d'épargne en actions, c'est qu'en fait on ne peut acheter que des actions et des ETF actions. Et quand j'ai vu qu'il y avait un ETF qui est sur les obligations, même si la performance n'est pas exceptionnelle, je me suis dit ça peut être une bonne façon de se diversifier. Du coup, j'en ai alloué une toute petite partie à mon portefeuille. Après, enfin voilà, comme j'ai un horizon d'investissement assez loin, pour l'instant, je garde en fond de portefeuille. Mais peut-être à l'avenir, si j'ai besoin de sécuriser mes plus-values, peut-être que j'en prendrai plus. D'accord. Donc, si on devait résumer, en fait, tu as un PEA qui est quand même investi partout dans le monde. Dans les grosses et les petites capitalisations, avec une surpondération pour les entreprises américaines, les grosses et les petites entreprises américaines, et une pondération dans le secteur de l'eau. Ça serait ça. Est-ce que t'en es satisfaite ou qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses changer d'ici quelques années potentiellement, ou tu comptes rester sur cette allocation sur les 10 prochaines années? Après, peut-être que je changerai par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Peut-être que je ferai des arbitrages avec tout ça. Et peut-être que je mettrai un petit peu plus d'obligations. Mais là, pour l'instant, je trouve que mon allocation, elle me correspond totalement. Donc voilà. Super. Ok. Du coup, pour revenir un peu sur le sujet d'Instagram, parce que c'est comme ça en final qu'on s'est rencontrés, parce que on a aussi une chaîne Instagram, une chaîne Instagram, et toi aussi. Oui. Et on a récemment fait un post sur Instagram qui reprend une étude qui a été faite par la banque Morgan Stanley sur les habitudes d'investissement des hommes et des femmes en France. Et la conclusion de l'étude, c'était que 50% des femmes françaises n'investissent pas et que près de 70% d'entre elles ont peur des risques. C'est un chiffre quand même plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement? Est-ce que tu as une idée, ou quelles seraient les raisons selon toi pour laquelle il y a une telle différence entre les hommes et les femmes en matière d'investissement et de prise de risque? Et je pense que les stéréotypes de genre qui sont inculqués par la société font que les femmes ne sont pas attirées par le risque, parce que avec les stéréotypes de genre, c'est plus les hommes qui sont considérés comme avoir envie de prendre des risques. Du coup, je dirais que c'est par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi, je pense, le fait que les femmes gagnent moins. Même si on peut toujours investir même avec un tout petit salaire. Et voilà. À combien est-ce que tu estimes toi le ratio d'hommes et de femmes qui te suivent sur ton compte Instagram? Alors c'est un peu difficile à dire parce que j'ai pas encore activé les stats. Ah, mais d'après les noms des gens qui te suivent ou je dirais, il y a quand même pas mal de femmes qui me suivent. Après il y a des fois des comptes on sait pas vraiment. On sait pas qui c'est vrai que nous sur YouTube on a les statistiques et c'est un peu triste parce que sur YouTube on est à 93% d'hommes qui regardent les vidéos et seulement 7% de femmes d'après les statistiques, donc peut-être que les gens mentent, je sais pas, mais sur Instagram on se rend compte en tout cas que sur Baguette Finance c'est beaucoup plus équilibré. On a peut-être toujours un peu plus d'hommes, mais je dirais que ça serait plutôt 60-40%. Et on est très content de ça. Et c'est quelque chose que j'encourage parce que c'est vrai que la finance, c'est vraiment quelque chose qui doit être accessible à tous. Et
sans, sans aucun préjugé. Et tu parlais justement de tolérance pour le risque que les femmes ont peut-être un peu moins que les hommes. Ça serait quoi pour toi c'est quoi ta tolérance pour le risque? À quel moment est-ce que tu commences à mal dormir la nuit? Parce que tu disais que tu investis sur le long terme, mais si ton PEA demain baisse de 20% ou de 30%, est-ce que tu remettrais en question tes choix ou est-ce qu'au contraire tu déciderais d'investir plus? C'est quoi ta tolérance pour le risque? Bah en fait, je continuerai à faire ce que je fais. Du coup, j'ai une stratégie en DCA, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois. Du coup, je continuerai à faire ça, mais du coup, je pourrais acheter plus d'ETF. Donc, et après, quand ça remonte, j'aurai plus d'ETF. Mais après, le fait de se dire, je vais sortir tout le portefeuille pour investir parce que c'est le moment. Enfin, c'est pas tellement ma philosophie. Après, enfin, moi, j'ai pas une tolérance au risque qu'exceptionnelle. Je suis pas du tout kamikaze avec mes investissements. Mais après, en fait, comme j'ai pris le temps de me renseigner, de me former, ça me ferait pas peur parce que je me dirais ça va remonter à un moment et enfin. Parce que tu dis que tu as investi depuis à peu près un an, c'est ça? Un petit peu moins. Un peu moins. Parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a un peu plus d'un an, quand il y a eu la crise, il y a eu une baisse de presque 30% sur un peu tous les indices. Est-ce que si c'est arrivé juste après que tu aies commencé à investir, ça t'aurait refroidi ou non? Tu penses que avec toutes les recherches que tu as fait, tout ça, même si ça baisse de 30%, tu y vas quand même et ça te fait pas peur? Enfin, après, ça dépend le niveau auquel on s'est informé. Je veux dire quand on a vraiment la philosophie, l'état d'esprit, je pense que il faut vraiment beaucoup pour que ça nous décourage. Donc tu vois ça comme un marathon en fait, c'est-à-dire que tous les mois un petit peu, Oui. quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est enfin vraiment l'idée d'investir comme un robot quoi. Pas se préoccuper des bruits, des fluctuations à court terme parce qu'en fait à court terme enfin ça monte, ça descend mais enfin voilà. Est-ce que personnellement tu vérifies ton compte PEA assez régulièrement ou même pas? Ça dépend ce que tu appelles régulièrement mais bon enfin je passe pas ma vie dessus. Je sais qu'il y a 10 jours, je l'avais regardé. J'étais en moins-value pour la première fois sur par rapport à tous mes investissements. Mais ça m'a fait un peu bizarre, un petit pincement au cœur. Mais après, je me suis dit, voilà, ça va remonter. C'est juste temporaire en fait. Et du coup, ça m'a pas fait paniquer plus que ça. Et donc tout à l'heure, tu disais aussi que tu gardais quand même une poche liquide dans tes investissements pour potentiellement faire un apport pour de l'immobilier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'immobilier en général? Est-ce que tu penses que c'est un investissement intéressant ou c'est plutôt quelque chose que tu as envie de faire, mais c'est plus une approche personnelle et pas tellement une approche financière? En fait, je m'y connais vraiment beaucoup moins en immobilier, mais j'ai quand même pris le temps de m'y intéresser. Et mais l'achat immobilier que j'aimerais faire, ce serait pour ma résidence principale. Donc commencer par ça, ce qui va beaucoup impacter ma capacité d'endettement. Mais après, enfin, j'ai quand même un budget. Enfin voilà, j'ai pas envie de m'endetter à 35% juste pour une résidence principale qui va pas me rapporter. Et après, en fait, je me dis soit j'attends et j'achète un bien pour le mettre en location, ou soit je me lance dans l'immobilier papier. Donc les SCPI, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je fais des recherches et enfin vraiment c'est quelque chose qui pourrait me dire, qui
qui pourrait vraiment me tenter. Puis, enfin voilà. Après, j'ai lu une phrase. C'est genre les SCPI, c'est les ETF de l'immobilier. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et puis ça, même si la rentabilité n'est pas forcément exceptionnelle. Enfin voilà, moi je suis dans une stratégie où la bourse c'est bien. J'en suis très contente. Mais j'ai vraiment envie d'être diversifiée parce qu'on ne sait jamais. Du coup, j'aimerais aussi être diversifiée dans l'immobilier, même si ça rapporte moins entre guillemets. Après, à part la bourse, je fais aussi du crowdlending. Des fois, j'en parle sur mon compte. Et je me suis aussi lancée récemment dans les crypto-monnaies. Ah voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être? Dis-nous en plus sur le crowdlending et ensuite sur les crypto-monnaies. C'est quoi ton approche là-dessus? Quelles sont tes attentes? Le et qu'est-ce que c'est, même? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, sûr. Donc en fait, le crowdlending, ça correspond à prêter à une entreprise une certaine somme d'argent pour qu'elle puisse réaliser des projets. Donc moi j'aime beaucoup. Par rapport à la bourse où c'est vraiment très global, c'est des entreprises de l'autre bout du monde, t'en as jamais entendu parler. Là c'est quand même de l'économie locale. C'est pas forcément dans ma région, mais déjà c'est à l'échelle du pays. Donc voilà, en fait on se dit on participe à l'économie locale, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut y investir des petites sommes à partir de 20 € par projet. Donc, je trouve que c'est quand même assez accessible. Tu utilises quelle plateforme, du coup, pour l'investissement en crowdlending? J'utilise Bien Prêté. Mais après, enfin voilà, je suis ouverte à en tester d'autres. Est-ce que tu en es satisfaite jusqu'à présent de cette plateforme? Oui. Oui, franchement, ils ont des bons taux par rapport à d'autres plateformes. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont diversifiés. C'est en général des projets commerciaux, mais il y en a un, par exemple, c'est pour acheter du matériel logistique. L'autre, c'est pour organiser un mariage. Enfin, il y a un peu de tout. Il y en a un, c'est pour la promotion immobilière. C'est une autre forme de diversification, en fait. Tu te diversifies même dans les projets dans lesquels tu prêtes. Et en plus, ils ont des formules d'investissement automatiques. Donc, en fait, quand j'ai pas le temps, le robot, il fait ça pour moi et ça me va très bien. Les projets partent très vite. Il faut vraiment cliquer dessus à la seconde. C'est le gros moment de stress. Et t'as un retour positif globalement, t'as pas de projet impayé qui représente la majorité de tes investissements. Il y a quand même un système de sécurité, j'imagine, non? Par la plateforme qui check en avance les projets. Oui, oui, elle vérifie. Déjà, elle demande toujours des factures aux différents acteurs, qui demandent des prêts. Enfin, voilà, il y a pas de souci par ça. C'est vraiment vérifié. Enfin voilà. Et alors du coup, tu disais aussi que tu te mettais dans les crypto-monnaies, donc t'es vraiment diversifié de partout. Oui. Du coup, c'est quoi la logique derrière? Pourquoi avoir fait ce choix? Quelle plateforme tu utilises? En quelle crypto-monnaie t'es en ligne de mire? Peut-être tu peux nous en dire plus? Oui. Du coup, pourquoi je fais ça, c'est pour être diversifié et aussi dans le cas où les cryptos explosent. Enfin, c'est pas forcément pour m'enrichir, mais c'est si à terme, je sais pas, les transactions par exemple, elles se font en crypto. Enfin, si à terme en fait il y a plus de monnaie, enfin voilà, parce que c'est décentralisé et du coup en fait il y a pas de grosses institutions comme la Fed ou la BCE qui contrôle le système. Enfin là c'est vraiment la blockchain, tout est décentralisé. Enfin en fait limite ça inspire plus confiance.
Et du Mais coup, après, j'en ai vraiment pas beaucoup. ça représenterait combien de pourcentage de tout ton investissement? Je dirais même pas 1%. Euh, ouais, entre 1 et 2%. Et du coup, À tout casser. t'investis sur quelle crypto et sur quelle plateforme tu utilises? Alors après, moi au niveau des cryptos, je suis vraiment pas une experte. Mais j'investis sur Bitcoin, Ethereum et après d'autres cryptos à potentiel comme Cardano. Et après, et du coup, j'utilise Coinbase. Et je fais aussi avec Bitpanda, qui propose un indice crypto qui permet d'investir sur le top 25 des meilleurs cryptos. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est le côté ETF. Mais même si c'est pas vraiment un ETF, voilà, ça permet d'investir passivement et l'indice est mis à jour régulièrement. Et si quelqu'un voulait se mettre dans les cryptos et a aucune idée de quelle plateforme utiliser, tu recommanderais plutôt Bitpanda ou Coinbase? Si quelqu'un veut juste une seule plateforme. Je dirais Bitpanda. Ouais, mais du coup, grâce aux indices, enfin voilà, si une personne veut investir en crypto mais ne sait pas dans lesquels investir, clairement, l'indice, Donc Bitpanda parce qu'il propose cet indice qui est du coup assez simple pour quelqu'un qui voudrait débuter et être diversifié dans les cryptos, c'est ça? oui. Mais après, enfin voilà, les gens sont plus ou moins d'accord. J'ai échangé avec des gens qui étaient pas forcément super d'accord avec l'idée d'avoir un indice crypto. Mais enfin voilà, après chacun ses opinions. Ok, du coup j'aurais alors deux dernières questions avant de clôturer la vidéo. Sûr. La première, ça serait est-ce que sur ta chaîne Instagram tu as des projets, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les cartons, quelque chose que tu aimerais aborder ou que tu comptes aborder bientôt et dont tu veux nous en parler peut-être? Mais là, du coup, j'ai commencé à faire un post, c'est mon dernier post qui date d'aujourd'hui, sur l'épargne. Parce que je me dis, l'investissement c'est bien, mais l'épargne c'est quand même la base. Donc voilà, j'aimerais faire une petite série là-dessus. Pas forcément une dizaine, mais au moins 2 ou 3. Après en fait, j'ai plein d'idées. Parce qu'en fait, plus je publie des trucs, plus j'ai des idées. En fait, je me suis même fait un Google Tasks où je note toutes mes idées parce que sinon, je sais plus quoi faire en fait. Et donc après cette série de posts, ça serait quoi les grosses idées qui ressortent? J'aimerais aussi présenter mon portefeuille CTO, donc que j'ai sur Trade Republic. Et après, parler de la régulation, tout ce qui est AMF, Aureas. Parce que je trouve que c'est pas assez connu aussi et c'est quand même bien pour savoir si un courtier est fiable. Et juste du coup, c'est quoi alors, parce que du coup tu as un PEA et tu as un compte titre. C'est quoi la logique pour toi d'avoir ces deux comptes? C'est quoi la plus grosse différence et c'est quoi ta logique derrière? Pourquoi avoir deux comptes et pas tout centralisé sur le PEA? Parce que en fait le compte titre permet beaucoup de choses que le PEA ne permet pas. Il permet notamment d'avoir des obligations, des matières premières, ce qui n'est pas possible sur le PEA. Et aussi même il y a des indices qui sont pas éligibles au PEA. Enfin voilà, c'est le fait d'avoir plus de souplesse. Et avec Trade Republic, ce qui est bien, c'est que avec les plans d'investissement programmés, il y a 0 € de frais de courtage. Ça fait plaisir. Du coup, tu as un plan d'investissement programmé chez eux, c'est ça? Oui, en fait, je fais exclusivement comme ça parce que je me dis, en fait, ce que je veux investir, ça peut bien attendre 15 jours. Donc, voilà, comme je suis dans une stratégie long-termiste. Mais alors du coup, si tu es déjà tellement diversifié sur ton PEA,
J'ai du mal à comprendre qu'est-ce que tu achètes sur le compte titre. Tu achètes des matières premières concrètement ou c'est quoi ton plan d'investissement programmé? Il est sur quel genre de produit? Alors, j'ai quand même une grande majorité d'actions. J'ai repris des indices comme MSCI World ou S&P 500. Mais là, c'est des corps qui sont pas éligibles au PEA avec des frais de gestion hyper réduits. Après, j'ai aussi un momentum qui non plus n'est pas éligible au PEA. Le ACWI, j'en parlais, j'ai ça aussi. J'ai un autre de small caps, un emerging markets IMI, Investable Market Index. Ça veut dire qu'en fait, il y a à la fois des small caps, des mid caps et des large caps. Et tu disais que tu avais des actions en direct. T'investis dans quelle boîte et quelles sont les raisons derrière? Est-ce que j'ai pas d'action en direct. En fait, quand je dis action, c'est les ETF actions. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Et des matières premières, est-ce que tu investis là-dedans ou pas pour le moment? Ouais. J'ai un ETF sur l'or et sinon j'ai 2 ETF obligations. Ça fait pas mal de diversification, c'est bien. Ouais, super. J'essaye. Bah écoute, merci Amanda d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'en ai juste une dernière. Est-ce que peut-être tu as une chaîne YouTube sur la finance que tu recommanderais en particulier? Alors, mais déjà la tienne, forcément. Parce que ouais, vraiment la vidéo là sur quoi investir en 2021, je l'ai regardée 3 fois de suite, celle qui fait 30 minutes et je l'ai partagée à plein de gens qui en avaient rien à faire, mais c'est pas grave. Non mais c'est parce que ils en ont rien à faire de la finance en général, c'est pas. Dans 40 ans, quand tu seras à la retraite sur ton yacht, ils en auront quelque chose à faire. C'est ça, mais ce sera trop tard. Du coup, à part la tienne, je dirais S'investir de Mathieu Louvet, parce que c'est vraiment une chaîne qui est hyper axée ETF, donc c'est pas mal. Et peut-être qu'un jour je lancerai ma chaîne YouTube. Super. En attendant, on peut te retrouver sur Instagram, sur la chaîne InvestGirl. Je mets à l'écran des captures d'écran de ta chaîne et on recommande de s'y abonner parce que nous, on est abonnés, on apprend plein de trucs. C'est super ludique et c'est très en lien avec comment nous on perçoit la finance. Donc, on aime beaucoup. Merci Amanda d'être passée nous voir. Merci. Okay. Merci. Ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi le tout premier podcast de Baguette Finance et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu de notre part. Vous pouvez aussi jeter un œil à nos autres vidéos et si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.